Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. C'est parti pour 52 minutes d'émission. Pendant un an, le journaliste Gabriel Thierry et le photographe Benjamin Kels ont sillonné la Bretagne pour percer tous les secrets de la bière bretonne. Eh bien, ça donne un livre très complet sur cet or blanc dont Gabriel Thierry nous racontera l'histoire dans quelques instants. Nous serons également philosophes ce matin avec Karl Brozek qui traitera de l'ennui. Oh, sans oublier sa critique cinéma en fin d'émission sur le film Le Jeu. Nous parlerons de droit aussi, et plus précisément des pensions alimentaires, mais pas celles entre concubins, non celles que doit un enfant à un parent en difficulté financière. Cette obligation est prévue par la loi. Et bien, que recouvre-t-elle? On verra tout cela dans quelques instants avec maître Valérie Obgiller, qui est spécialiste en droit de la famille. Nous partirons ensuite en balade avec Pierrick Gaveau dans les Landes de Pigneux, entre Serran et Saint-Marcel. Dans le Morbihan, une promenade qui allie nature et histoire. Et puis nous retrouverons Sabine Marimurg pour son agenda culturel et ses très belles idées de sortie. Sans oublier Sylvie Denis qui nous emmènera du côté du Cap Fréhel, le Cap Fréhel avant la route du Rhum, où comment un site protégé se prépare à un tel événement sportif et populaire. Eh bien, réponse tout à l'heure à ses côtés. Voilà, c'est maintenant l'heure de la météo, ma chère Catherine. Bonjour Laurence. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous arrive, Laurence? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est plutôt ça. Regardez-moi ça. Il fera de 18 à Saint-Brieuc et Ouessant jusqu'à 22 à Quimper et Rennes. C'est l'été. C'est l'été. J'ai vu quelqu'une en débardeur dans les rues de Rennes hier. Profitez-en, quoi. C'est bien, mais je suis perdue. Je vais retourner... Dans ma loge. Oui, merci. Allez, c'est le moment d'aller en terrasse, du coup, on l'aura compris. Oui. N'oubliez pas vos questions, vos réactions. On les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live à 9h50 le matin. Bretagne, c'est parti, on vous attend. Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin, Bretagne. Je suis bien entourée encore une fois ce matin. Bonjour Karl. Bonjour Laurence. Avec vous on parlera de l'ennui. Eh ouais, un sacré défi de parler de l'ennui à la télé. Ouais, vous osez quand même. Hein. À côté de vous, maître Valérie Obgiller-Gilbert. Avec vous on parlera des obligations alimentaires. Pierrick. Bonjour Laurence. Bonjour, vous nous emmènerez dans le Morbihan. Et puis Gabriel Thierry, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, on l'a dit tout à l'heure, vous avez grandi à Rennes. Tout à fait. Breton de cœur. Et puis vous avez quitté la Bretagne pour partir à Paris, puis dans les Hauts-de-France, c'est bien ça? Paris, d'abord les Hauts-de-France, puis ensuite Paris. Et oui, puis dès que possible, je reviens en Bretagne, notamment pour répondre à votre invitation. Merci encore. Mais c'est nous qui vous remercions. Vous êtes passionné de gastronomie et vous avez déjà écrit 2 livres sur la bière, justement un sur la bière dans le Nord-Pas-de-Calais et un sur la route des bières d'Alsace. Et alors cette fois-ci, vous vous êtes penché avec le photographe Benjamin Kels sur les bières bretonnes. Une histoire incroyable, on parlera ça tout à l'heure dans cette émission. On avait envie de vous lancer un petit défi, on voulait commencer par un petit quiz sur la bière. Alors vous vous en faites pas, vous n'allez pas être le seul à répondre. Alors, tout le monde sur le plateau... Je confirme pour les téléspectateurs, je n'ai pas été prévenu, c'est un vrai quiz et je sens que je joue ma réputation. Mais, Gabriel, on va tous se ridiculiser autour du plateau sous l'œil vachard et un peu sadique de Laurence. Bien sûr, c'est bien connu. Allez, on commence. Est-ce que vous êtes prêts? Quelle quantité d'eau trouve-t-on environ dans une bière? Oh là là, c'est l'essentiel de la composition d'une bière, donc ça doit être 99%. Oui, on est sur 95% à peu près. En fait, c'est ça, ça dépend du degré d'alcool. C'est très simple finalement, c'est ça. Quand une bière, c'est en moyenne à quoi? Combien de degrés? Ça peut aller de... Les premières bières, vous avez des bières à 3 degrés, puis ensuite les bières traditionnelles, les bières classiques sont autour de 5 degrés d'alcool, et puis ensuite vous avez des bières plus charpentées, 6, 7... c'est difficile d'aller à plus de 10-12 degrés d'alcool. Oui. Bon, à consommer avec modération, bien entendu. Allez, on continue. Quelle est l'origine de la couleur de la bière? Alors, ça vient de quoi? D'un mixte des ingrédients qui la composent, du malt ou du houblon? Alors, la couleur, c'est essentiellement dû au malt. C'est-à-dire que vous allez utiliser différents types de malt d'orge, plus ou moins torréfiés, qui vont jouer sur la couleur de la bière. Vous mettez beaucoup de malt torréfié, vous allez avoir une couleur qui va aller vers le noir, vers le sombre. Si vous n'en mettez pas, votre bière va être claire, va être plus pâle. Voilà. Parfait. Alors, certaines bières portent l'appellation trappiste. Pourquoi? Est-ce que vous savez répondre autour de la table? On va leur laisser une petite chance quand même. Parce Tout à fait. Faites dans des trappes par les moines.
par les moines, effectivement. C'est fait elles sont brassées par et sous contrôle de l'ordre des moines trappistes, de l'ordre trappiste. Elles sont brassées sous supervision, c'est ça. Des moines trappistes, parce que malheureusement pour les communautés trappistes, souvent c'est des communautés avec très peu de moines. Vous imaginez qu'une bière comme Chimay que vous pouvez trouver dans le supermarché, malheureusement les moines ne peuvent pas être au four au moulin en permanence. Donc c'est essentiellement de la supervision. D'accord. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce qu'on doit faire pour servir une bière à la pression ? Est-ce qu'il y a des conditions quand on dit qu'on sert une bière à la pression ? Il faut que le verre soit comment ? Il faut que les conditions soient... Déjà, c'est bien de s'assurer que la température du fût est adéquate par rapport à la bière. Et ensuite, si vous voulez avoir une belle mousse, il faut pencher un peu votre bière. Votre verre, oui. Voilà, vous penchez votre verre et puis vous le relevez à la fin pour avoir un petit col de mousse. Est-ce qu'il faut qu'il soit mouillé, le verre ? Parce qu'on voit souvent dans les bars... En fait, il ne faut pas qu'il y ait de produits d'hygiène sur le verre. C'est pour ça qu'on le rince. On le rince pour le laver. Parce que certains produits d'hygiène, en fait, tuent la mousse. Eh ben voilà, voyez, on a déjà appris plein de choses. Merci Gabrielle Thierry. Merci beaucoup. Allez, on va retrouver tout de suite Sylvie Denis au Cap Fréhel. Bonjour Sylvie. Bonjour Laurence, bienvenue dans la Lande. Nous sommes à la pointe du Cap Fréhel où le 4 novembre prochain, on sera quelques milliers tournés vers la mer pour suivre en direct le départ de la 11e édition de la Route du Rhum. Alors, plutôt que de regarder vers la mer pour l'instant, on va regarder vers nos pieds sur ce territoire merveilleux sur lequel vous veillez, Philippe. Vous êtes animateur Natura 2000 et on est effectivement sur un site qu'il faut préserver. Et c'est pas simple d'accueillir 25, 30 000 visiteurs sur un week-end ? Alors, effectivement, la fréquentation le jour de l'événement est quelque chose de tout à fait exceptionnel par rapport au site, même si l'on accueille 1 million de visiteurs par an, mais c'est un instantané qui est très fort et pour sur lequel, un tout petit temps. Sur un tout petit temps pour lequel le site n'est pas forcément adapté. Donc pour cette raison-là, différents dispositifs sont renforcés pour protéger les espaces, pour préserver le patrimoine naturel qui est présent. Genre ce petit, alors voilà, là j'ai droit, là j'ai pas droit, on note bien ça. Mais ce petit filin par exemple suffit à contenir la population ? Alors exactement, en temps normal, ce fil suffit à canaliser 95% des visiteurs, ce qui nous suffit pour pouvoir restaurer les espaces. Par contre, effectivement, le jour de la compétition, la fréquentation est tellement importante, la densité du public est tellement importante qu'il nous faut renforcer les dispositifs, donc en rehaussant notamment ce fil pour justement canaliser les visiteurs et préserver ces espaces-là durablement. Alors, c'est pas forcément une végétation qui est extrêmement luxuriante, on n'est pas dans une grande pampa, et c'est peut-être justement là qu'est la difficulté. Alors tout à fait, parce que c'est des milieux qui se dégradent très rapidement, mais par contre mettent énormément de temps à être restaurés. Donc tout l'objectif justement c'est d'assurer l'évolution positive que nous constatons en évitant de piétiner ces espaces le jour de la compétition. Comme ces crottes de lapin, c'est ça Alors exactement. Les petites crottes de lapin, parce que la faune aussi, il faut y faire attention. Exactement, c'est un exemple de vie du site, mais à savoir que nous avons des espèces qui sont très patrimoniales et à protéger, qui sont présentes sur l'espace, donc par exemple de la forêt de Pichou, et qui nécessitent justement que l'on maintienne leur quiétude. On va revenir à la mer parce que ça va être le théâtre de cette route du Rhum. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on a la chance d'apercevoir des cétacés ? C'est une légende ou pas, les dauphins ? Alors non, c'est absolument pas un mythe. Le grand dauphin est très présent sur le site. On sait qu'on a une population de plus de 400 dauphins qui évoluent au large de la côte ici. Wow. Et donc c'est un spectacle qui est régulier, où on peut les voir passer au pied du Cap Fréhel et qui a un site très particulier parce qu'ils aiment à passer près des falaises pour éviter les courants très forts à la pointe, et donc on peut les observer assez régulièrement effectivement sur site. Ah d'accord, ils nagent proche de la pointe pas simplement pour faire plaisir aux touristes, c'est parce que ça les arrange. Exactement. Oui. Alors, on va faire une petite pause, on va prendre notre souffle, on va laisser Philippe faire les derniers ajustements pour être prêt le 4 novembre. Et nous, on va grimper là-haut, on va prendre un peu de hauteur et on va monter en haut du phare du Cap Fréhel. Merci Philippe. Merci à vous. Vous serez là le 4 novembre, évidemment. Évidemment. Bah oui. Merci Sylvie, à tout à l'heure. Allez, quant à nous, on retrouve Karl Brozek pour la chronique philosophie. Bonjour Karl, et alors ce matin, donc vous osez tout, vous nous parlez de l'ennui, incroyable. Oui, parler de l'ennui, une véritable question métaphysique, une véritable question existentielle, cette fameuse question de l'ennui, c'est pire que la souffrance, l'ennui à notre époque. C'est l'ennemi ultime de nos sociétés. Il est totalement interdit de s'ennuyer. Regardez par exemple, nous sommes ici sur un plateau de télévision, il faut que les séquences s'enchaînent, il faut qu'on parle tout le temps, les chroniqueurs, les invités, etc. Il y a plein de couleurs, c'est formidable. Alors c'est pour ça que je vais me permettre
un petit exercice qui probablement va faire que je vais me faire virer à la fin de cette émission, mais c'est pas grave. Je vous propose à tous autour de ce plateau un petit exercice, quelques secondes d'ennui total. Attention, c'est parti. Voilà, c'est bizarre, c'est très très bizarre. C'est un luxe, c'est très dérangeant, c'est très étrange. Il y avait un côté bizarre dans ça. Pourquoi est-ce que c'est si bizarre de faire silence sur un plateau télé ? Eh bien, tout simplement parce que l'ennui ne doit pas exister et que, à chaque instant dans notre vie quotidienne, nous sommes sollicités par des stratagèmes, par des gadgets, des smartphones, la télé, les médias sont là pour nous empêcher à tout prix de nous ennuyer, pour nous proposer un monde coloré, un monde actif, un monde vif, pour nous plonger dans ce qu'un philosophe du XVIIe siècle français qui s'appelait Blaise Pascal appelait le divertissement. Qu'est-ce que c'est que le divertissement ? C'est simplement le seul moyen que l'homme a trouvé pour éviter de faire face à lui-même. Nous sommes dans un monde de divertissement, dans un monde où il faut à tout prix se divertir. Je suis seul à un arrêt de bus, hop, vite, smartphone, Instagram, Snapchat, Facebook. Je suis tout seul chez moi, hop, télé, radio. Il faut que je remplisse le vide. Il faut absolument s'occuper. Et surtout, il faut que le monde entier soit au courant que je m'ennuie et il faut que moi je sois au courant de ce que fait le monde entier grâce aux réseaux sociaux. Pourquoi justement ce besoin de divertissement en permanence ? Pourquoi ce besoin de divertissement en permanence ? Parce que Pascal, pour revenir sur lui, le philosophe Blaise Pascal, c'est pas Pascal le grand frère de la télé, rien à voir. Blaise Pascal. Vous avez trop regardé la télé. Voilà. Vous n'êtes pas assez ennuyé. Je ne me suis pas assez ennuyé, j'ai trop regardé la télé, je suis influencé par Pascal le grand frère. En tout cas, Blaise Pascal a une très belle citation, il dit « Le grand malheur de l'homme vient du fait qu'il est incapable de rester 1 heure dans une pièce sans rien faire. » Et il a raison. Effectivement, on cherche à fuir à tout prix ce que nous sommes vraiment. Nous cherchons à tout prix à échapper à notre propre mortalité. S'ennuyer, c'est quoi ? C'est se mettre à sentir, tout d'un coup, ressentir profondément l'épaisseur du temps. Se mettre à ressentir profondément l'espace autour de nous. J'en ai fait moi-même l'expérience cette semaine. J'ai été dans un train qui a été arrêté en rase campagne pendant 1h30. Plus rien ne se passait. J'étais tout seul dans mon wagon. Quel a été mon premier réflexe, d'après vous ? J'ai fait une petite story Instagram pour raconter que je m'ennuyais dans un train tout seul et j'étais content de recevoir des messages des amis du monde entier qui me disaient « Tu t'ennuies ? Eh ben dis donc, t'as vraiment pas de chance !» Et je répondais « Bah non, effectivement, j'ai vraiment pas de chance. » Bref. Alors que vous auriez pu regarder les vaches, le champ tranquillement. Voilà, c'est ça, exactement. Ressentir cette épaisseur, cette pesanteur du temps, non, c'était impossible. Et chez les enfants ? Oui, chez les enfants. Parce que quand même, aujourd'hui, on a l'impression que les enfants ne savent plus s'ennuyer, toujours sollicités, toujours... C'était pas vrai à notre époque. Non, je sais que nous, quand on a grandi, voilà, c'est ça, on regardait les nuages, on cherchait des formes dans les nuages, on était dans l'essentiel de nous-mêmes et ça nous permettait, en tant qu'enfants, d'être extrêmement créatifs. Parce que pour éviter justement de s'ennuyer, on trouvait des stratagèmes nous-mêmes. Aujourd'hui, à notre époque, on apporte aux enfants tous les stratagèmes pour qu'ils ne puissent pas s'ennuyer et finalement, on leur mâche le travail, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Non. Comment revenir à nous-mêmes alors ? Comment revenir à nous-mêmes ? Alors Blaise Pascal, pour revenir sur lui, avait une solution assez radicale, il fallait rencontrer Dieu, il fallait rencontrer Jésus-Christ. Mais sans aller jusque-là, vous n'allez pas devenir mystique vous-même ou vous enfermer dans un monastère ou une abbaye. Pratiquez 20 minutes d'ennui par jour. Vous en êtes capable. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, vous ne faites absolument rien, vous vous déconnectez des réseaux sociaux et vous vous accordez 20 minutes où vous allez ressentir la pesanteur du temps. Et au-delà de l'ennui, vous allez probablement trouver autre chose de beaucoup plus intéressant. Expérience à tenter donc pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Karl. Oui, l'ennui est créatif, effectivement. Allez, on ne va pas s'ennuyer très longtemps parce qu'on va regarder un reportage tout de suite. Et voilà, c'est reparti. Allez, vite. Je ne vais pas faire mes 20 minutes d'ennui maintenant, sinon on perd tout le monde. Restez avec nous. Si le vin et le cidre, on l'entend, étaient préférés à la bière dans notre région, c'est pourtant bien d'ici, et vous allez nous le confirmer tout à l'heure, Gabriel Thierry, que dans les années 80 est parti le mouvement des micro-brasseries qui fleurissent aujourd'hui un peu partout. Au point de faire de la Bretagne une nouvelle terre de bière. Illustration tout de suite avec ce reportage de Benoît Levaillant et Christophe Rousseau. Au sud de Rennes, une maison de ville anonyme. Bonjour, bienvenue, suivez-moi. Quand on franchit la porte, l'endroit ne paie vraiment pas de mine. Pourtant, c'est ici que 2 jeunes Bretons vont lancer au printemps une nouvelle bière brassée en pleine ville. Ces 2 copains, 25 ans chacun, ont investi dans le matériel de base, dans le malt, le houblon. Le reste, c'est le travail. On fait quelques tests, donc ça ce sont des fûts d'expérimentation et on teste pour savoir justement quelle bière on fera dans le futur.
Ils surfent sur une nouvelle tendance, la bière locale, urbaine, en bouteille, au goût singulier. C'est un mouvement qui accompagne un mouvement général de toute façon d'une envie de produits locaux et de retour à des choses plus simples en fait. Et que ce soit pour la bière, ou pour les légumes, pour le bio, pour plein de choses. Leur breuvage, ils l'ont baptisé Louarn, renard en breton. Ils visent une production de 2000 litres par mois. Leur réseau de distribution, toutes ces caves ou autres bars à bière qui fleurissent en ville. À l'autre bout de Rennes, cette brasserie surfe aussi sur la mode des bières urbaines. Ces cuves en vitrine ne sont pas là pour faire joli. C'est ici même que Gaël brasse la bière qui va être consommée dans le restaurant. Certes, le malt n'est pas local, ni bio, mais Gaël tente de concocter des boissons spécifiques, avec du houblon japonais ou pourquoi pas breton. Pour lui, c'est une passion. C'est le fait de sortir un produit qui va être différent en fonction de la pâte du brasseur, en fonction de la zone géographique, puisqu'on utilise l'eau de la ville de Rennes, par exemple. Tout ça, ça va changer. C'est vraiment comme le vin. On peut vraiment s'amuser à faire des recettes différentes à chaque fois si on a envie. Ouais. Et ça, j'adore. Moi, je trouve ça très sympa. Et la bière est très bonne en plus, donc non, je trouve ça très bien. Et c'est très intéressant, en fait, les explications, de pouvoir avoir des explications sur la bière, je trouve ça très bien. Un peu à la façon d'un chef cuistot. Ouais, exactement, ouais. Le concept de brasser au sein même du restaurant n'est pas nouveau. Les 3 brasseurs ont été créés à Lille dans les années 80. S'il arrive à Rennes aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. La Bretagne, terre de cidre historique, change de braquet. Gabriel, Thierry, vous avez exploré avec le photographe Benjamin Kels le monde des brasseries bretonnes pendant un an et ça a donné ce livre, La bière bretonne, Histoire, Renaissance et Nouvelle Vague aux éditions du Coin de la Rue. Comment a germé l'idée de cet ouvrage ? Alors, en fait, La bière bretonne, c'est mon 3e livre sur la bière. Mon premier livre, c'était sur les bières du Nord-Pas-de-Calais, ensuite sur les bières d'Alsace. Ouais. Pourquoi les bières du Nord-Pas-de-Calais ? Tout d'abord parce que j'ai commencé à travailler comme journaliste après Ouest France dans le Nord-Pas-de-Calais, où j'ai découvert une diversité, une tradition, des brasseries qui étaient vraiment intéressantes. Et donc, on avait fait un premier livre. Ensuite, naturellement, on avait été, avec toujours la même collègue photographe, Éléonore Delpierre, en Alsace pour parler des brasseries alsaciennes. Et ayant grandi à Rennes, ça faisait longtemps que je voulais faire la même chose, mais sur la Bretagne. Parce que même si la Bretagne n'est pas une terre historique de bière, comme on peut l'entendre pour le Nord ou l'Alsace, en fait, il y a une pléthore, une flopée de super brasseries à découvrir. Et puis, en fait, une histoire qui remonte assez loin, au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle. Alors, racontez-nous un peu. Alors, donc, voilà, tout commence donc avec une première brasserie ouverte à Quimper. Alors, effectivement, à cette époque-là, la bière n'est pas la boisson favorite des Bretons, hein. Pourquoi ? Parce qu'on préfère utiliser les céréales pour faire du pain, pour se nourrir, plutôt que prendre un demi en terrasse. On s'oriente plutôt vers d'autres boissons, comme le cidre ou comme le vin, qui est importé ou produit sur place. Et puis, au fur et à mesure, avec la révolution industrielle, à partir du XIXe siècle, vous avez énormément de brasseries qui ouvrent en Bretagne, par exemple à Rennes, à Quimper, à Brest, à Nantes aussi. Et ces brasseries, à l'époque, c'est une industrie florissante qui se développe, qui intéresse les Bretons, parce que c'est la bière et la boisson, c'est la boisson moderne, la boisson saine. Ce mouvement, en fait, avec le mouvement de concentration des brasseries dans l'après-guerre, va s'essouffler, les brasseries vont se concentrer, on va moins avoir de brasseries près de chez soi. Et puis là arrive la nouvelle révolution, celle qui nous intéressait le plus pour ce livre, c'est la révolution des microbrasseries qui vient des États-Unis et d'Angleterre. Et ça, c'est dans les années 80. Voilà, dans les années 80. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la première microbrasserie française est bretonne, avec Coref. Elle est née ici, à Coref. Aujourd'hui, c'est un mouvement impressionnant, créatif. Il y a 90 à 100 brasseurs en Bretagne. On n'arrive même plus vraiment à les compter. Il y en a plus de 100. Quand on a écrit cet ouvrage et qu'on l'a édité, donc il y a un an, on était à un peu plus de 100 brasseries. Donc moi, je commence à... C'est dur de faire le compte parce qu'ils s'en ouvrent quasiment chaque semaine. Ça intéresse beaucoup les entrepreneurs, ça intéresse beaucoup les amateurs de bière qui cherchent en fait à s'installer pour produire leur bière, pour produire une bière locale, et pour produire une bière différente de celle qui existe autour de vous.
Alors, il y a un tel engouement que la bière s'invite même maintenant dans les restaurants gastronomiques avec des accords mets-bière. Alors, moi, je ne savais pas que ça existait, mais voilà, à l'image des accords mets-vin, c'est une petite révolution quand même. Alors, pas vraiment, parce que si la bière a longtemps eu l'image d'une boisson d'apéro, et ben c'est aussi un produit gastronomique avec ses qualités, avec des accords qui sont possibles. Après, c'est culturel, quoi. On n'avait pas l'habitude de les trouver dans les restos étoilés ou gastronomiques. Et il faut changer d'image par rapport à la bière, parce que ça peut être un produit c'est un produit qui est parfois extrêmement complexe. Et puis qui se marie très bien avec les entrées, les plats. Par exemple, dites-nous, par exemple avec un poisson ou des fruits de mer, on peut... par exemple, moi ce que je vous conseille, par exemple avec des huîtres, c'est une Baril White de la brasserie du Baril à Brest. Ouais. Donc la brasserie du Baril, c'est une brasserie qui a été fondée il y a quelques années, qui est emblématique de la nouvelle génération de brasseurs qui s'orientent vers une utilisation accrue du houblon et qui veut beaucoup expérimenter. Je vous le conseille, c'est un excellent brasseur. Et donc sa Baril White, qui est une Weizenbier, donc c'est une bière de blé, qui est douce, légèrement amère, avec des notes florales dues à ses houblons, va très bien se marier avec des huîtres. Parfait. Allez, pour le fromage, est-ce qu'il y en a une qui pourrait... Alors pour le fromage, je vous oriente vers une brasserie qui est à Guernes, dans le Morbihan, donc la brasserie Saint-Georges. Et il a une ambrée qui est légèrement tourbée. Donc c'est-à-dire que on ne met pas de la tourbe dans la bière, mais il y a une partie du malt qui a été fumé à la tourbe. Et donc ça va donner un goût très particulier à sa bière, assez marqué, qui va bien se marier avec des fromages de type vacherin. D'accord. Allez, pour le dessert, petite suggestion. Pour le dessert, alors c'était l'image précédente que vous avez vue. Donc c'est la brasserie Scumen qui est assignée près de Rennes. Et eux, ils ont fait un Imperial Stout vieilli en fût de cognac avec des notes de vanille, avec des notes de fruits confits. Ça, c'est parfait pour un dessert chocolaté. C'est une bière très, très gourmande. Bière vieillie, en fait. Voilà. Ça. Parfait. Merci beaucoup pour tous ces conseils à consommer avec modération. Bien entendu, on le rappelle. On vous retrouvera tout à l'heure pour parler des expérimentations faites autour de la bière. Et il y en a. On va maintenant parler de droit avec vous, maître Valérie Obgiller-Gilbert. Vous êtes avocate. On va se plonger ce matin dans nos histoires de famille. Parce que la loi prévoit que chaque enfant doit aider un parent en difficulté. On appelle cela, en termes juridiques, l'obligation alimentaire. Alors, quelle forme peut prendre cette obligation ? Il ne s'agit pas de nourriture. Alors, l'obligation alimentaire peut prendre une forme financière, c'est-à-dire verser à ses parents une pension alimentaire, mais peut aussi s'exécuter en nature. Ce qu'il faut savoir, c'est que le champ de cette obligation alimentaire, elle est très large, puisqu'elle concerne les enfants, mais aussi les alliés, c'est-à-dire les gendres et les belles-filles. Ah oui. Et celui qui demande la pension alimentaire, quand même, l'obligation alimentaire, doit pouvoir prouver qu'il est dans le besoin. D'accord. Alors, impossible donc, en clair, de se défaire de cette obligation, à moins de prouver que son parent a des revenus suffisants ou qu'il a été violent, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'obligation alimentaire doit être nécessaire sur le plan financier pour celui qui la réclame, mais celui qui en est débiteur peut s'en exonérer en démontrant que son parent a été violent, a été maltraitant. Alors, la preuve, elle est quand même difficile à rapporter devant une juridiction parce que souvent, ce sont des faits qui se sont déroulés pendant l'enfance et sans témoin. Mais il y a peut-être plusieurs enfants dans la fratrie qui pourront l'un l'autre s'apporter des témoignages. Il faut savoir aussi que sont dispensés de l'obligation alimentaire les enfants qui ont été placés dans leur enfance plus de 36 mois. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces cas-là, on considère que le parent a été défaillant dans sa prise en charge de l'enfant et ne mérite pas que l'obligation alimentaire se mette en œuvre. D'accord. Comment ça se passe si malgré tout les descendants refusent de payer ? Eh bien, pour être obligé de payer, alors l'obligation, elle est naturelle, elle est morale, mais si elle ne s'exécute pas spontanément, celui qui demande l'obligation alimentaire doit saisir le juge aux affaires familiales, qui va rendre un jugement en fixant pour chaque membre de la famille une obligation alimentaire qui peut être différente puisqu'elle est fixée en fonction des revenus et des charges de chaque débiteur. Si l'obligation ne s'exécute pas, malgré la décision du juge aux affaires familiales, il faut savoir que c'est un délit pénal, un délit d'abandon de famille. C'est le même délit pénal que pour le parent qui ne verse pas de pension alimentaire pour son enfant. C'est exactement le même principe, c'est l'obligation alimentaire. Comment est fixé le montant ? Alors le montant, il est fixé en fonction du besoin de la personne qui réclame et en fonction des revenus et des charges du débiteur, y compris sa femme ou son conjoint.
Autant vous dire que parfois la belle-fille ou le gendre a un peu du mal à considérer qu'ils doivent une pension alimentaire pour sa belle-mère ou son beau-père. Bon, en gros, donc, il vaut mieux s'entendre bien dans la famille. Même en s'entendant bien, on voit des familles qui s'entendent bien, mais le jour où cette obligation alimentaire est sollicitée alors que ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été anticipé, ça peut créer des graves dissensions dans les familles, qui sont obligées de se mettre à nu, de dire tout ce qu'elles gagnent et tout ce qu'elles ont comme charge. Alors cette question, elle est cruciale aujourd'hui, alors que la population vieillit, donc il y a de plus en plus de cas finalement. En fait, c'est un vrai problème de société, parce que les personnes âgées, et tant mieux, vivent beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai qu'elles se retrouvent parfois dans un état de dépendance et se trouvent placées dans des maisons qui sont très chères. Les retraites, on le sait aujourd'hui, les retraités sont dans la rue, les retraites ne sont pas très très élevées et souvent, il manque de l'argent pour régler ces maisons de retraite. Alors une fois que la personne âgée a vendu sa maison, a liquidé son livret de caisse d'épargne, eh bien, on fait appel à ses enfants. Merci, Maître Obgilière-Guilbert, d'être venu nous éclairer sur cette question. Vous saviez les uns les autres, vous aviez connaissance de cette obligation alimentaire envers un parent ? Écoutez, moi je vais sans doute en parler à ma belle-mère qui me doit sans doute du pognon. Parce que, est-ce qu'on peut considérer comme une violence le fait de faire un risotto vraiment pas bon du tout Ça se discute. D'accord, faut très voir. bien. Je vais peut-être lui demander une pension pour ça, pour son risotto pas bon. Allez, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver Sylvie Denis au Cap Fréhel. Sylvie, êtes-vous en haut du phare cette fois-ci ? 67, 8, 9, Voilà. 10, 170 marches pour arriver en haut de ce phare du Cap Fréhel. On est sous la coupole, dans la lanterne du phare, à proximité de la lentille. On ne peut pas être plus au cœur de cette vigie de la mer. Et je suis avec un électricien pas tout à fait comme les autres, Erwan, puisque vous, effectivement, pas de lampe de chevet ou de petits trucs rikiki, non, c'est mouse costaud, la lentille de Freinet ou rien. Oui, tout à fait. C'est quoi votre travail au quotidien ? Mon travail au quotidien, c'est l'entretien des phares sur la région de Saint-Malo, Cap Fréhel, jusqu'à la Cancale. Alors là, on est sur la pointe du Cap Fréhel. Pour qu'on se resitue un peu, si on regarde à travers le carreau, juste là-bas, on aperçoit très loin le Fort Lalatte. Ouais. De l'autre côté, donc la baie de Saint-Brieuc. Et devant nous, ce magnifique panorama sur la Manche. On est sur une portée de quel ordre avec ce type de lampe ? Alors sur ce fort-là, on est sur une puissance de 250 watts qui nous permet d'avoir une portée de 50 km à peu près, 29 000. D'accord. 250 watts finalement par rapport à la portée, ça semble assez peu. Qu'est-ce qui l'intensifie comme ça ? En fait, ce qui fait le travail, c'est la lentille de Fresnel qui est derrière, qui est devant, là, qui permet d'intensifier le flux lumineux en fait. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ça fait pas beaucoup de bruit. Non, en fait, tout repose sur un bain de mercure, donc il n'y a aucun frottement. Le seul petit bruit qu'on entend, si vous l'entendez, c'est le bruit du roulement de l'entraînement du moteur. D'accord, donc le mercure est dans l'espèce de grande cuve là en dessous ? Tout à fait. D'accord. Et ça fait un petit roulement très smooth. Hein. Ouais. Bon alors 50 km pour être vu. Ouais. Si d'aventure le phare dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe ? En fait ici... C'est panique à bord ? Non, le fluide est entièrement automatisé, il est contrôlé par un automate sur sa vitesse de rotation, sur l'intensité qui circule dans son ampoule, donc on sait s'il est en service ou pas. Et donc on a un système d'interrogation par téléphone qui nous permet d'avoir l'état de santé du phare. Donc on est averti si jamais il vient à tomber en panne. On a l'info qu'il est en panne, on a un moteur de secours et un phare de secours qui est là, avec une petite portée qui se met en route. Mais alors attendez, qui fait lumière, jour, nuit, qui s'amuse à allumer ? C'est l'automate qui fait tout. L'automate, lui, il détecte le jour, il détecte la nuit, donc il lance, il stoppe le phare, comme un peu l'éclairage public. Tout simplement. Oui, tout simplement. Avec les passages, heure d'été, heure d'hiver. Lui, il se trompe jamais. Hein. Il se trompe jamais, il suit le soleil. Alors j'imagine que là, on est en plein jour, donc il tourne, mais il n'est pas éclairé à pleine puissance. Est-ce qu'en pleine nuit, on pourrait être dans cette pièce ? Oui, tout à fait. En fait, le flux lumineux n'est pas dangereux pour l'œil. Il est fort, mais il n'est pas dangereux. On ne verrait pas notre silhouette non plus ? Non plus. On est trop petit. On est comme une espèce de petite luciole qui tournerait autour de la lumière. On est vraiment un film pour rapport au flux lumineux. Bon, et ça doit être magnifique, non ? Oui, c'est sympa. Quand on a le flux lumineux qui tourne sur la lande, qui fait le tour dans la baie, c'est magnifique. De nuit, comme ça, c'est magique. Bon, parfait. Qu'on nous monte 2 petites coupes, un oreiller, un duvet, vous débrouillez. Moi, je reste là. On se retrouve, je vais passer les vacances de la Toussaint ici, puis on se retrouve dans 15 jours. Passez de bonnes vacances, à très bientôt. Merci, Erwan. Merci Sylvie. Pierrick, on va continuer à se dégourdir les jambes avec vous. Alors, on ne va pas monter autant de marches que Sylvie, mais vous nous proposez une idée de promenade pour ce week-end du côté du Morbihan, entre Séran et Saint-Marcel, dans les Landes de Pigneux.
C'est une belle promenade nature, mais pas que. Mais pas que. C'est vrai, on peut dire que c'est quand même un circuit qui est en grande partie sur les landes, sur des zones boisées, où on va retrouver les odeurs, les couleurs de l'automne. Un circuit qu'on imagine assez bien dans le petit froid du matin, un peu emmitouflé, avec ou un soleil frileux ou une petite brume humide. Cela dit, c'est pas que effectivement des Landes, notamment au départ, puisqu'il faut traverser d'abord le bourg de Serran, et c'est l'occasion de s'attarder sur une vieille maison du XVIIe siècle qui a été rénovée et qui héberge une maison du costume traditionnel. Donc c'est là, dans ce lieu, pratiquement 200 ans d'histoire du costume breton et du pays gallo. Ça doit être vraiment intéressant. Alors au cours de cette balade nature, on tombe sur une tourbière. La tourbière, oui, de Kerfontaine, qui est sans doute un des derniers sites de ce genre dans l'est du Morbihan, où on va retrouver un parcours pédagogique que je vous invite évidemment à suivre sur cette balade, qui va nous apprendre que cette tourbière, elle a deux fonctions très particulières, qui sont liées aux caractéristiques des tourbières, mais qu'on retrouve spécifiquement sur Kerfontaine. C'est d'abord la rétention d'eau. C'est important, hein, la constitution de la tourbière, c'est beaucoup de végétales, de sphènes, qui ont la capacité à capter, à retenir l'eau pendant la période d'hiver, et puis à la redonner pendant le printemps et l'été. Et puis, deuxième fonction importante, c'est la conservation des pollens. On s'est aperçu que sur cette tourbière, on pouvait remonter l'histoire, puisque le compactage géologique, végétal, avec l'absence d'air, avec la rétention de carbone, ça facilite cette conservation. Et on peut remonter dans l'histoire végétale du lieu jusqu'à plus de 5000 ans. Et justement pour préserver ce lieu, on a pris l'option de faire du nettoyage, non pas avec des engins, mais à l'ancienne, avec la traction hippomobile, des chevaux de trait, des postiers bretons, pour abîmer le moins possible. Et on va retrouver aussi une variété sur ce site qui est assez rare, qui est protégée, c'est la linaigrette. Alors la linaigrette, c'est ce qu'on appelle aussi le coton des marais, et qui est une plante de milieu très, très, très humide qu'on utilise surtout pour fixer les berges et dont à la floraison, ça fait ces espèces de coton, de petits cotons là, au niveau de la fleur. Alors ça s'arrête là parce que c'est totalement inadapté à la fabrication textile, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais c'est joli à regarder en tout cas. Vous parliez d'histoire avec les tourbières, alors cette randonnée, elle permet aussi d'appréhender l'histoire du XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale notamment. Oui, parce que cette balade des Landes de Pigneux, elle passe près d'un monument d'abord qui s'appelle la Croix des Parachutistes, et puis qui fait référence, lui, à un monument un peu plus important qui n'est pas très loin, qui est le mémorial de la résistance bretonne, et qui a été inauguré en 1947 par le général de Gaulle, qui était venu rendre hommage à l'action des habitants du secteur, rendre hommage aussi au rôle des réseaux de résistance dans le déroulement de la libération du territoire. Et le maquis de Saint-Marcel était sans doute aussi important que celui du Vercors ou des Glières. Et comme on a commencé la balade par un musée du costume, on peut aussi la finir par un autre musée, qui est le musée de la résistance bretonne à Saint-Marcel, qui nous éclaire sur la connaissance des événements qui sont déroulés là, comment ils sont arrivés. En juin 1944, il y avait quand même plus de 2500 résistants qui se sont regroupés sur les Landes de Pigneux, et avec l'appui d'une cinquantaine de parachutistes français formés en Angleterre, qui ont retenu des milliers de soldats allemands et qui ont permis d'éviter qu'ils se rendent en Normandie, donc qui ont facilité la progression du débarquement. Voilà. Donc cette balade des Landes de Pigneux, c'est une grande balade nature à faire en cette saison, doublée aussi d'un grand intérêt historique. Merci beaucoup Pierrick pour cette belle idée de sortie où franchement on n'est pas prêt de s'ennuyer, n'est-ce pas? Ah non, 15 km. Comme quoi l'ennui toujours, on y revient. C'est impossible de s'ennuyer aujourd'hui. Après la balade, une bonne binouse, et puis comme ça, on aura fait le lien avec toutes les... Et un petit cinéma, qu'est-ce que vous en dites? Eh bien justement, Karl, puisque vous ne savez pas vous ennuyer, vous êtes allé au cinéma, vous êtes allé voir Je suis allé voir un film d'un Rennais, Fred Cavaillé, Le Jeu. On regarde la bande-annonce et on en parle après. Exactement. Bonjour. Bon, les gars, là... Tiramisu. Oui, comme d'habitude.
Comment vous l'imaginez, la fille avec qui il vient, Ben? C'est la première fois qu'il nous présente une fille depuis son divorce. Elle est pas tout de suite effrayée. Tu es tout seul? Gastro. Oh. Bon, 1, 2... Ah, cuisine. Oh, non, à table. Et si on faisait un jeu? Un jeu? On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas, non. C'était clean. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Vincent, t'as un message. Ok. Alors? Il y a 30% chez Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con, celui-là. Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle. Genre? Non. C'est pour rire. Ça va pas faire rire ta femme. Justement. On l'échange. Juste le temps de recevoir la photo. Et c'est moi qui passe pour un con. Tu peux le casser comme ça. Tu nous montres ce qu'il y a dans le téléphone, là. Oh, la vache! Ça, c'est pas... Avec une gastro, tu peux pas faire ça. Top, on a un message. Je veux ton corps. Mais c'est un numéro, il est même pas enregistré. C'est une erreur. Je t'avais dit que ce jeu, c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant. Ça a l'air tendu entre vous deux, hein? Il s'est passé un truc? 15 ans de mariage. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? Casse-toi, je te dis. J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Faut arrêter avec ce jeu-là. Hein. Faut arrêter. 1, 2, 3... Oh putain. Bon, alors? En tout cas, ça a beaucoup ri sur le plateau de cette émission en voyant cette bande-annonce. C'est effectivement une comédie, hein, comme on l'a dit, une comédie qu'on pourrait définir de délicieusement malveillante. On a une première demi-heure de film où on est dans la pure comédie à la française. Donc ce sont plusieurs couples qui se réunissent un soir, c'est autour d'un repas, et puis ils décident de faire ce jeu de transparence. Tout le monde met son portable sur la table et on va lire absolument tous les messages qu'on reçoit et on va prendre les appels devant tout le monde en mettant le haut-parleur. La première demi-heure du film, ça va vite. C'est une comédie française un peu attendue, mais qui fonctionne comme elle fonctionne, et il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, au fur et à mesure que le film avance, d'ailleurs, le symbole est intéressant parce que ces couples se réunissent un soir d'éclipse de lune. Et au fur et à mesure que l'ombre avance sur la lune, eh bien, l'ombre avance aussi sur la comédie. Et tout d'un coup, au bout d'une demi-heure, on bascule vers autre chose. On n'est plus dans la pure comédie. Et c'est ça la vraie surprise et la grande surprise du film, parce que des comédies françaises, on en a à foison, on en a à l'appel, mais celle-là fait vraiment la différence. Fred Cavaillé, rennais, on le rappelle avec un peu de chauvinisme, Fred Cavaillé a su insuffler à son film une dimension dramatique, voire tragique. Et au fur et à mesure que le film avance, eh bien, on se trouve pris par des émotions auxquelles on ne s'attendait absolument pas. Moi, très franchement, qui suis quand même un grand garçon, il y a eu un moment dans le film où, face à une séquence qui met en scène... j'ai oublié son nom, Stéphane de Groot et Bérénice Bejo face à leur fille qui est au téléphone, j'ai eu la boule dans la gorge, mais vraiment la boule dans la gorge. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé au cinéma. Donc c'est un film où vous pouvez effectivement vous attendre à rire, mais pas seulement. Vous allez aussi être ému. Et Fred Cavaillé arrive à insuffler à son film, le rythme qu'il faut quand ça passe de la comédie au drame. Au début, on se dit, bon voilà, on est dans une comédie un petit peu à la Cuisine et Dépendance de Philippe Muil, enfin ce genre de film. Et tout est assez attendu, mais voilà, vraiment attendez-vous à autre chose qu'une simple comédie où vous allez vous bidonner pendant 1h40. Donc c'est vraiment un film que je recommande. Tous les gens qui l'ont vu autour de moi et moi, on a vraiment beaucoup aimé et on est tombé sur quelque chose, une vraie petite pépite. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce film. Eh bien, merci, Karl. Merci beaucoup. Allez, dans le domaine de la bière, on aime jouer aussi et innover. L'alliance des deux, ça donne une initiative étonnante. Dans le Finistère, Maëna Sikarkras et Valérian Morzadek nous font découvrir ce bar d'un nouveau genre. Se servir une bière, tout ça en quelques clics grâce à une tireuse connectée. C'est le nouveau concept de la Maison Jaune. Les machines et le logiciel ont été inventés par l'équipe du bar. Un projet qui a pris 3 ans à se développer. On veut faire trébucher les multinationales. Voilà. Donc, on est parti pour. On a commencé vraiment doucement et surtout avec énormément de recherche et développement, avec des brevets déposés dans le monde entier. Et on va les faire trébucher. Toujours à la recherche de nouveautés, ici, tous les fûts de bière sont écologiques, une démarche qui plaît aux brasseurs locaux.
Là, le produit, c'est d'autres produits qui est à l'intérieur et on n'est pas obligé d'avoir du poussé au CO2. Donc le produit est vraiment maîtrisé. Pour les brasseurs, l'intérêt de ce lieu, c'est surtout de faire découvrir leurs produits à une nouvelle clientèle. Quelquefois, quand il y a beaucoup de monde, c'est pas évident à un barman d'expliquer ce qu'il y a dans la bière. Alors que quand on clique dessus, là on le voit bien, on a tout de suite les explications et en plus c'est ludique. Chaque semaine, c'est une quarantaine de bières, essentiellement bretonnes, qui sont proposées. J'ai choisi l'Octopus, c'est une IPA. Voilà, il y en a plusieurs dans le bar, de toute façon le choix est assez divers. En l'espace d'un an, plus de 12 000 personnes ont adhéré au bar. Servir des bières, tirer des bières, c'est quelque chose d'agréable. Donc c'est toujours chouette de pouvoir se servir ses propres bières et aussi de pouvoir goûter des bières différentes. D'ici le mois de décembre prochain, 2 nouveaux établissements verront le jour dans la région, l'un à Brest et le second à Lorient. Mais attention toutefois, c'est une boisson à cliquer avec modération. On n'arrête pas les innovations dans le domaine de la bière. Il y en a sans cesse, et parce que c'est un peu l'origine de ce mouvement de la microbrasserie, de promettre aux consommateurs de goûter des bières différentes. Excusez-moi, j'ai juste une question à propos de ces fameuses microbrasseries. Vous disiez tout à l'heure, Gabriel, que c'était arrivé dans les années 80. C'est dû à une innovation technologique, le fait qu'on se mette à faire des microbrasseries. Quelque chose a évolué technologiquement à ce moment-là ? C'est moins la technologie que l'appétit de création. Ah ouais, les premières microbrasseries américaines, en fait, vont commencer par proposer des bières différentes avec de nouvelles variétés de houblon. Ça va être, elles vont jouer sur le houblon pour proposer des IPA, des India Pale Ale. Donc c'est des bières très amères qui maintenant sont très en vogue. Et donc ce mouvement de création, de jouer avec les styles, on va le voir d'abord autour du houblon. Donc ça passe par la création de nouvelles variétés de houblon, de mettre plus de houblon dans la bière. Et ces créations, après le houblon, on va se déporter, on va jouer sur les différents types de fermentation. Les levures, fermentation sauvages, basse, fermentation haute et fermentation sauvage. Il faut savoir que souvent, on associe la bière à une lager. Une lager, c'est une bière de fermentation basse. C'est-à-dire que la levure, pour transformer les sucres en alcool, va travailler à basse température. Ça fait d'excellentes bières, mais il n'y a pas que ça dans la bière. Et donc, beaucoup de microbrasseries vont travailler avec des levures de fermentation haute. Ça, c'est un peu plus classique. Et puis aujourd'hui, une des dernières tendances, c'est de travailler avec des fermentations, avec des levures sauvages qui vont donner des bières très très différentes de ce que vous connaissez. Et tout ça dans une totale transparence, parce que vous dites les étiquettes finalement sur les bières, elles sont beaucoup plus transparentes que chez les vignerons, quelque part. On sait vraiment ce qu'il y a dans les bières. En fait, pendant longtemps, on a eu un peu ce secret du brasseur. Je ne dis pas comment je fais ma bière parce que c'est mon secret de fabrication, c'est ma touche personnelle. Les brasseurs d'aujourd'hui sont au contraire dans une volonté d'ouverture. Je montre les produits que j'ai utilisés, ma méthode de fabrication, mes ingrédients, parce que j'ai envie de partager avec des consommateurs qui sont un peu geeks, qui sont friands de nouveautés, leur montrer que là, j'ai quelque chose de légèrement différent. Alors, il y a aussi 2 autres tendances qui se dégagent, les bières en tonneau, des bières vieillies, et puis la bière sèche. Alors, éclairez-nous là-dessus. On va d'abord parler des bières sèches. En fait, des bières sèches, c'est des bières qui ne sont pas rondes. On est vraiment dans la tendance parce que on commence à en parler depuis 6 mois, donc c'est tout frais. Mais on en faisait déjà un peu avant, mais là, ça revient au goût du jour. Donc bière sèche, c'est très peu de sucre, en fait. Très peu de sucre résiduel. Les bières vieillies, ça aussi, c'est une autre facette de ce mouvement d'expérimentation. On se dit, pourquoi pas prendre des bières qui ont déjà fermenté une première fois, de les remettre dans des tonneaux, pour qu'elles vieillissent, pour qu'elles s'imprègnent du bois, pour qu'elles s'imprègnent d'autres arômes. Parce que si vous récupérez une barrique qui a fait vieillir un alcool, il va y avoir des échanges. Et là, il y a une initiative qui est très intéressante en Bretagne. C'est la brasserie de l'Anne Brasseur qui a développé un programme de vieillissement sur 3 ans. Donc c'est un Solera. C'est un assemblage de différentes bières qui sont fabriquées une année, la seconde année, la troisième année. Et en fait, ils mélangent petit à petit pour arriver à une bière qui finalement sera un assemblage de 3 bières différentes, vieillies en fermentation, vieillies en fermentation secondaire, donc en tonneau, ce qui va apporter, en plus de la première fermentation avec des levures traditionnelles,
va apporter des notes acides et des notes complexes surtout. Vous allez avoir une bière qui va être très complexe. Ouais. Alors on ne redira jamais assez la vitalité des producteurs en Bretagne. C'est une véritable filière bretonne de la bière finalement qui est en train de naître. Ben oui, parce que donc, là, comme vous l'avez compris, la bière, c'est une recette. On peut en fabriquer un peu partout. Qu'est-ce qui va différencier la bière bretonne d'une bière venue d'ailleurs ? C'est la touche personnelle du brasseur, évidemment, ça on l'a dit. Et puis, c'est l'utilisation de matières premières locales. Maintenant, nous avons des agriculteurs qui produisent de l'orge. Donc, on a de l'orge breton. Maintenant, il y a des malteries qui ont ouvert en Bretagne qui permettent de transformer l'orge en malt. Et maintenant, cerise sur le gâteau, nous avons aussi des houblonnières qui sont créées en Bretagne. Et donc, on peut avoir du houblon breton, du malt breton et donc une bière bretonne. Merci beaucoup, Gabriel Thierry. On vous écouterait pendant des heures. Il suffit de lire pour tout savoir. La bière bretonne, histoire, renaissance et nouvelle vague aux éditions du Coin de la Rue. Et vous saurez tout. Voilà. Merci d'avoir été à nos côtés. On va tout de suite vous retrouver, Sabine, pour une sélection culturelle. Alors, on va commencer d'abord par l'Ille-et-Vilaine avec un petit nouveau. Oui, c'est le lancement samedi de la première édition du festival Titour à la Selle en Coglès, à la frontière normande, à l'affiche de la musique éclectique, du reggae. En Cogle, me semble-t-il. Oh, en Cogle. C'est pas grave. Ils nous en voudront je prononce à l'anglaise, en fait, avec les noms des groupes. Donc, de la musique éclectique, du reggae roots avec le groupe Fego, du rock manouche breton avec le petit son, et un temps fort avec le retour des Normands, Mes souliers sont rouges. C'est l'un des... Vous connaissez, ouais, on adore. C'est l'un des groupes folk, donc les plus alternatifs, virtuoses du recyclage, artisans de la musique durable. Les 6 musiciens donc reviennent sur scène avec de nouvelles collectes de terroirs, des ballades québécoises, irlandaises. Je vous propose de les écouter tout de suite. Alors Sabine, du côté de Brest, on nous raconte de belles histoires cette fois. Exactement, des histoires contées par les habitants du quartier de Kérourien. Il y a tout juste 50 ans, ce quartier émergeait des ruines de Brest pour loger les habitants qui vivaient dans les anciennes baraques de l'après-guerre. Et c'est l'occasion de fêter pendant 5 jours ce festival urbain, ce village urbain, de ressortir les souvenirs, d'évoquer le passé, mais aussi le présent avec les nouveaux arrivants et le futur. L'idée de cette grande fête collective organisée notamment par le Théâtre du Grain avec les habitants est de donner une autre image de ce quartier trop souvent stigmatisé. Rendez-vous ce soir et demain pour une projection monumentale de photos et de vidéos sur un immeuble avec l'intervention d'acteurs, de danseurs et de musiciens. Ce spectacle est le fruit d'une année de travail avec les résidents, toutes générations confondues, de recueils de témoignages. C'est très émouvant. Un grand chapiteau aussi accueille d'autres événements, bals, repas, concerts, agora. Les habitants de Kérourien donc vous attendent jusqu'à dimanche. Et on n'est pas prêt de s'ennuyer, on l'a bien compris. Alors dans le Morbihan, on invente aussi de nouveaux lieux de partage et de culture. Oui, alors on prend la pelle et la truelle. En fait, l'association Théâtre des Arts Vivants transforme l'ancienne cimenterie de Tex-Noyalo depuis 1 an en un lieu culturel atypique de création et d'échange et fête ce week-end cette première année d'aventure. Ouverture ce soir du festival avec de la musique indienne. Théâtre de rue demain à 14h30. Ces couleurs d'affiches de la compagnie Dédale de Clown que vous allez pouvoir voir à l'écran vous donnera une drôle d'impression. Au programme aussi du cirque, des marionnettes, avec un spectacle détonnant, Terre libre, du collectif Autre Direction. Allez, et puis on termine avec les Côtes d'Armor, où les mômes ont droit aussi à leur festival. Alors, on a parlé de Marmaille cette semaine, qui se passe en Ille-et-Vilaine. Eh bien, dans les Côtes d'Armor, il y a l'équivalent. Et c'est un des festivals aussi les plus anciens du jeune public, qui a été créé il y a pas mal de temps. Et ça se déroule, donc c'est le festival Minimum Maximum, qui se déroule dans le pays de l'Oudéac. Programmation alléchante pour les familles pendant les vacances de la Toussaint, ce qui n'empêchera pas aux enfants de s'ennuyer aussi. Et alors, ouverture demain du bal breton Brésilou, demain
demain au Palais des Congrès. À l'affiche aussi des marionnettes, manipulation d'objets avec la compagnie Non Nova, de la chanson avec David Delabrosse que vous avez invité dernièrement, et aussi des films d'animation dont le Quatuor à cordes d'après les albums d'Yves Cotten que vous avez invité aussi il n'y a pas longtemps. Bref, de très belles choses à voir pendant toutes ces vacances de la Toussaint. Merci beaucoup pour toutes ces idées de sortie. Merci à tous. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce que vous vous êtes ennuyés ? Eh ben non, même pas, c'est dommage. Allez, on se réennuie un peu. Non, je plaisante. Allez, c'est l'heure du débriefing de Catherine. Est-ce qu'elle s'est ennuyée, Catherine ? Pas du tout, mais ça va venir, Laurence. Ah d'accord, bon bah... J'ai combien ? 2,20. Allez, on va dire 2. Non, 2, mais 20 secondes pour moi de confusion. Brozek, petit joueur, tu proposes 5 secondes d'ennui, eh bien moi je propose 2 minutes d'ennui. Aux téléspectateurs, on commence tout de suite, posez vos portables, parce que des fois que vous regardiez sous la table, on fait le jeu aussi, nous. Allez, alors c'est parti. Allez, on pose. À flûte. Okay. Non, c'est bon, on va contrôler quand même. J'ai un mail. Ah, ok. Web administratif, carrière des personnels de l'enseignement privé. Je pense qu'on peut tenir facile 2 minutes là-dessus. Hein, Ennui, Brozek. Allez, on commence. Le problème, c'est que l'ennui, ça me donne soif. Il va falloir prendre une bière. Bah, c'est ça. Ennui. Vous trichez, les gars, vous Ennui. trichez. Brozek. J'y arrive pas, tu vois, c'est impossible. Fait beau sinon non. Au Cap Fréhel. Il fait plutôt joli. Est-ce que vous pensez que Sylvie Denis s'est lavé les mains après avoir touché les crottes de lapin? Ah ouais, vous avez vu ça aussi? Je vous donnerai du... Pardon, attendez. Sérieux. Ouais. D'ailleurs, Brozek, tu proposes aux gens de s'ennuyer et 10 minutes plus tard, tu les envoies au ciné. Dissonance cognitive. Oui, j'ai conseillé un film ennuyeux. On en parle après. On s'ennuie, allez. Qu'une minute. Dis donc, je repense à ça, parce que j'ai repensé au bref de comptoir. C'est pour les chiens, non, pour les aveugles, les chiens, c'est comme des yeux qu'il faut sortir faire pisser. C'est marrant. Je pensais à ça, bref de comptoir et tout. Mais c'est sympa aussi la lampe de Pigneux, c'est ça? On va y aller, on s'ennuie. Bien Sabine, on s'ennuie. Donc évite de... D'accord. Combien? On a bientôt fini. Attends, pardon, j'ai reçu un SMS. Oh, mais non, on a dit qu'on regardait pas. Ah, c'est la productrice. C'est bon, je suis virée. J'ai adoré bosser avec vous. C'était sympa. Ouais, tu nous manqueras. Et ben voilà, merci à tous. Bah ouais. Non, allez-y, continuez sans moi. Allez, merci à tous de nous avoir suivis pendant cette émission. On espère que vous ne vous êtes pas ennuyés. Votre émission matinale va faire une petite pause justement pendant les vacances scolaires qui débutent ce soir. Nous vous retrouverons donc le lundi 5 novembre et nous évoquerons les commémorations du 11 novembre avec un jeune trentenaire breton qui collectionne les objets de la Première Guerre mondiale et transmet l'histoire des soldats aux écoliers. D'ici là, prenez soin de vous, Kenavo, et prenez le temps de vous ennuyer.